Bon, bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence et de votre intérêt pour les États généraux de l'écologie. Vous n'allez pas être déçus d'être venus parce que on va passer 1 heure ensemble en faisant quelque chose de fou. J'espère que vous êtes prêts parce que vous allez voir, c'est une expérience assez hors du commun. On va passer 1 heure ensemble sans parler d'élections. Et je suis sûre que ça vous fera autant de bien à vous qu'à nous. Non, aujourd'hui, on va vous parler des États généraux de l'écologie. Et on répondra à toutes vos questions à partir du moment où elles portent sur les États généraux de l'écologie. Les États généraux de l'écologie, donc, pour rappel, on y réfléchit depuis plus d'1 an à quelques-uns. Vous savez que c'est un projet qu'on avait mis au cœur du congrès avec Léonore Mauconduit, qui est maire de Poitiers, et que je remercie infiniment d'avoir accepté d'être la garante de ce processus. Elle a coordonné avec beaucoup de militants enthousiastes le travail qui a abouti à une motion ponctuelle dédiée à cela et très largement votée lors du congrès, qui annonçait en fait et décrivait ce processus. Chacun au cours des débats de congrès a pu enrichir ce projet pour qu'il devienne le nôtre, que notre collectif finalement se l'approprie. Et les États généraux figuraient donc assez logiquement dans la motion de synthèse du congrès qui a obtenu, vous vous en rappelez, plus de 90% des suffrages, et ce projet est donc devenu le projet du parti. Il est au cœur du mandat de l'équipe actuelle, de l'équipe du bureau exécutif, qui contribue, je dois le dire, chacun à son poste et chacun selon sa délégation. C'est vraiment un projet transversal qui fédère énormément notre travail collectif. Je les en remercie infiniment parce que, avec les salariés, avec toutes les forces vives de notre mouvement, en équipe, nous faisons vivre ce processus qui, je dois le dire, est assez inédit et surtout est crucial pour notre avenir. Quand je dis qu'il est inédit et crucial pour notre avenir, vous comprenez bien que je ne parle évidemment pas que de l'avenir de ELV, que les enjeux, vous l'aurez bien compris, sont bien plus larges que cela. Si on devait la résumer en quelques mots, je dirais que l'ambition de ces États généraux, c'est de fédérer les écologistes de ce pays, parce que en face, vous le savez, ils le sont. Ceux que Bruno Latour appelait la classe écologiste sont potentiellement majoritaires dans ce pays. On l'a beaucoup répété ces dernières semaines. Et donc, l'avantage, c'est qu'on n'a pas à les inventer, on n'a même pas à les faire changer d'avis. Ils existent. Ce qu'on doit faire, c'est ces parents, ces grands-parents qui sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants, ces amoureux de la vie sauvage, ces militants de l'environnement, des droits du vivant, ces électeurs d'un jour ou de toujours, même ces abstentionnistes. L'idée, c'est que toutes celles et ceux qui se considèrent en fait de près ou de loin comme écologistes et qui en ont envie puissent contribuer à créer avec nous ce grand mouvement pour qu'ils s'y sentent bien, pour qu'ils viennent y militer à nos côtés. On a beaucoup répété que si c'était genre la direction de ELV qui se réunissait autour d'une table pour dire allez, on crée un mouvement, comment on fait, en fait ce mouvement nous ressemblerait à nous et nous on est déjà là, donc on n'est pas vraiment le problème. C'est pour ça que depuis le début on croit très fortement au processus démocratique mis en place et on ne voit pas trop comment on aurait pu faire d'autres en réalité. Et donc il faut que chacun, selon ses disponibilités, selon ses envies, selon ses besoins, puisse venir. Objectif, on l'avait dit, 1 million de sympathisants coordonnés avant la fin du mandat, avant 2027. Pour cela, on s'est donné 150 jours et donc je pense qu'on a une petite vidéo qui résume un peu le processus et normalement ça marche. En France, chaque jour, des milliers de personnes s'engagent concrètement pour une société plus juste, plus écologique. Et pourtant, il nous reste encore du chemin pour fédérer toutes les initiatives et transformer radicalement notre pays. Pour faire gagner l'écologie, nous avons donc décidé de nous réinventer. De créer un grand mouvement de l'écologie qui rassemble à la fois celles et ceux qui ont l'écologie dans un coin de leur tête, comme celles et ceux qui s'y consacrent à plein temps. Avec un processus totalement inédit dans l'histoire politique, car c'est vous, écologistes d'un jour ou de toujours, qui allez penser et construire ce nouveau mouvement. 150 jours pour construire un nouveau mouvement, concrètement, c'est 3 étapes participatives. La première étape, c'est qu'on vous écoute de toutes les manières possibles. Nous vous proposons de participer à une grande enquête populaire. Nous mettons à votre disposition des cahiers de doléances pour que chacun de vous, où que vous soyez, puissiez vous exprimer, que ce soit par courrier postal, contribution écrite en ligne, message vocal ou vidéo. Pour réfléchir ensemble à des propositions, des ateliers sont organisés partout sur le territoire et en ligne. Deuxième étape, vous décidez. Suite à un tirage au sort, 60 d'entre vous participeront à notre conférence citoyenne qui fixera la feuille de route de notre futur mouvement. Et enfin, cet été, nous rassemblerons tous les participants pour une grande convention de la refondation. Festive et joyeuse, elle tirera les conclusions de ces 150 jours de travail en commun pour créer un grand mouvement de l'écologie et transformer radicalement notre pays. Alors, vous l'aurez bien compris, venez comme vous êtes. Et rendez-vous sur lesécologistes.fr.
Peut-être vous dire quelques mots du contexte, puisque entre le moment où on a eu cette idée, évidemment, je vous l'ai dit, il y a plus d'1 an, et le moment où on a commencé à la mettre en œuvre, la vie politique, environnementale, sociale de ce pays, évidemment, a été plus que mouvementée, vous l'avez constaté, mais comme dirait l'autre, qui aurait pu prévoir ? Nous, on avait quand même prévu. Et donc, dans ce contexte énormément tendu, notamment la bataille des retraites, on la voyait quand même venir, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évidemment pris notre part complètement au combat pour le vivant, que ce combat pour le vivant, il a notamment été mené sur le front environnemental, évidemment, de Sainte-Soline au Lot-et-Garonne, contre l'autoroute Castres-Toulouse à Rouen, qu'on l'a aussi mené le combat, évidemment, sur le front des libertés publiques, qui n'ont jamais été aussi menacées ces dernières décennies, avec un soutien indéfectible, évidemment, avec celles et ceux qui se battent sur le sujet, qui se battent sur la vérité, qui se battent sur le maintien de l'ordre, qui mènent la bataille culturelle sur ce sujet. Et je vous avoue avoir vécu un moment assez vertigineux un soir je crois que c'était le soir de la décision du Conseil constitutionnel, où l'expert police-justice de BFM, qui est même dire que je manifestais avec l'ultra-gauche, assistait à une NAS, devait commenter, il disait « Là quand même, je dois dire que c'est complètement interdit et que les policiers n'ont pas le droit de faire ça ». C'était Mélissa qui arrive. Et donc, voilà, je me suis dit que sur ces sujets-là, aussi, la bataille culturelle avait beaucoup bougé les dernières semaines, qu'on y a pris notre part, notamment en demandant un rendez-vous à la Première ministre sur le sujet pour poser voilà, le cas des libertés publiques, du maintien de l'ordre, évidemment de ce qui s'était passé à Sainte-Soline et des menaces de plus en plus fortes contre les militants écologistes en France, sur lequel, vous le savez, on est en train de créer un observatoire pour... là aussi, jouer notre rôle. On était sur le front social aussi, vous savez que tout est lié. On a été de toutes les manifestations retraite à notre place par rapport aux syndicats, évidemment. On est allé faire un déplacement à Calais pour voir les acteurs de la solidarité qui se battent. C'est beaucoup moins médiatique qu'avant, mais évidemment que ça continue de manière plus difficile, paradoxalement. Moins il y a de personnes à Calais, puisqu'elles se dispersent jusqu'à Dieppe aujourd'hui, plus c'est difficile en fait de leur venir en aide. On est allé à l'Après-M à Marseille, vous savez, c'est ce restaurant qui c'était un McDonald's avec des gens du quartier qui travaillaient dedans. C'était des clauses d'insertion à l'époque de politique de la ville de Martine Aubry. Et donc, quand le McDonald's a fermé, les gens du quartier qui y travaillaient depuis 20 ans, ils ont dit, nous, on reste là. On continue à faire ce qu'on faisait. Ils en ont fait, ils ont gardé les machines, ça a été un peu compliqué, mais ils ont continué à faire sous forme de SS. Ils ont fait leur propre hamburger, ils travaillent avec le quartier, ça se passe hyper bien. Et devinez quel est leur slogan, c'est le même que nous, c'est « Venez comme vous êtes », parce que les mots n'appartiennent pas à McDonald's. Et en l'occurrence... on en a un peu discuté, ils revendiquent comme nous l'héritage direct de Nirvana comme As You Are. On a fait aussi avec toi, Boris, à Lyon, tu te présenteras tout à l'heure, mais on a vu ton épicerie vrac, bio, circuit court, la totale, qui pour le coup n'est pas dans un quartier huppé de Lyon, mais au contraire au pied des tours d'immeubles, parce que ce que tu tiens à faire, c'est que les plus précaires aient en priorité aussi accès à une alimentation de qualité locale mais accessible. Et puis nous étions vendredi avec des collègues au colo et hier avec François Ruffin et Le Monde dans le Nord-Pas-de-Calais à Try-Saint-Léger où une usine est en train de fermer. Vous allez me dire une de plus, une de moins. Celle-là fabrique des roues pour les trains. C'est la dernière en France qui le fait. Et on voit bien que la convergence des luttes n'a jamais été aussi actuelle que cela. Donc oui, tous ces combats, on les mène, parfois avec inquiétude, toujours avec conviction, détermination et même, je dirais, avec passion. Mais ils ne nous ont pas détournés de notre objectif, bien au contraire. À chaque déplacement, à chaque manifestation, à chaque rendez-vous que je peux faire comme secrétaire national, que mes collègues font comme membre du bureau exécutif, avec des responsables associatifs, des syndicalistes, des intellectuels, des chercheurs, des citoyens qui demandent de l'aide sur des projets ou sur des luttes, des partenaires politiques aussi. À chaque fois, on ressort plus convaincu de la nécessité et de la pertinence de cette démarche, pas juste pour Europe Écologie Les Verts, non, mais pour que nous soyons collectivement à la hauteur pour l'écologie, à la hauteur pour la gauche, à la hauteur pour la France, à la hauteur pour l'Europe aussi bien sûr, et à la hauteur pour l'habitabilité de la planète. Sur ces états généraux, en fait, quand on vous dit qu'on a adapté le calendrier, il faut bien comprendre que pour nous, c'est pas des états généraux qui nous écartent des urgences du moment, bien au contraire. Ils nous permettent, en même temps que nous jouons notre rôle de militants et de cadres politiques, de préparer l'avenir. Et quoi de plus urgent, en réalité, que de préparer l'avenir ? De faire en sorte de ne pas juste se faire happer par le court terme, mais de faire ce que doivent faire en réalité des responsables politiques, anticiper, préparer, cultiver notre jardin, sans autarcie, sans hégémonie,
mais pour faire notre part du chemin d'espoir, de victoire qui doit nous mener à une alternance heureuse en 2027 avec nos partenaires. Alors, nos objectifs, nos ambitions, vous le voyez, n'ont pas changé, mais le contexte, oui, nous a invités à travailler différemment. Qu'importe, nous avons fait ce que les écologistes savent faire de mieux, c'est-à-dire s'adapter. Et nous n'avons, par exemple, pas encore lancé toutes les campagnes que nous avions préparées pour le mois de février sur les réseaux sociaux. Le mouvement social, il était aussi peu propice à la tenue d'ateliers en physique. Il y avait des problèmes de transport en commun parfois, et vous savez que nous les utilisons beaucoup, mais c'était pour la bonne cause, donc on a accepté de les repousser. Et en réalité, c'est plutôt en mai et juin que la majorité de ces ateliers se tiendront. On a aussi travaillé différemment, volontairement sous les radars, du coup, et on a profité de cette période pour former des dizaines de militants sur le territoire à l'animation de ces ateliers participatifs, pour préparer aussi volontairement sous les radars ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. En fait, depuis le lancement en février, sans en faire des caisses, on a amorcé notre grande enquête populaire avec, comme le dit la vidéo que vous venez de voir, ce questionnaire en ligne qui vraiment est fait pour être rempli rapidement et s'adresse au plus grand nombre, les cahiers de doléances sous tout support possible, courrier, mail, son, vidéo, et puis les ateliers. L'idée, c'est vraiment que la personne, si elle se sent écologiste dans un coin de sa tête ou qu'elle habite en France, doit pouvoir donner son avis. Notre prestataire, Rouge Vif, il nous disait que le besoin pour faire un travail sérieux, en fait, c'était d'avoir 10 000 retours à peu près, c'est ce qu'il avait besoin quantitativement, et c'est aujourd'hui 25 000 personnes qui se sont inscrites sur le site et qui pourront être tirées au sort sur les conférences citoyennes. Donc vous voyez qu'on est déjà bien au-delà de ce qu'on avait besoin en nombre pour que ce soit un succès. Donc il y a déjà plus de 124 ateliers qui sont prévus. Vous voyez qu'on a tenu à ce qu'il y en ait dans les communes rurales, dans les quartiers prioritaires, donc 26 en communes rurales, 15 dans les quartiers prioritaires. On prévoit d'en faire 200 avant la rentrée 2023. Et puis il y a aussi 900 réponses déjà sur les cahiers de doléances, et pareil, on n'a pas énormément communiqué dessus, donc on attend avec impatience de le faire, et puis on verra jusqu'où ça monte. Ensuite, il y a 100 ateliers qui sont, enfin dans ça les ateliers j'ai dit, et donc sur les ateliers, ce que j'ai oublié de vous dire du coup, tu peux mettre la slide d'après, c'est que en fait il y en a beaucoup qui se sont déjà tenus, on n'a pas forcément communiqué dessus au niveau national, mais vous voyez que partout sur le territoire ça commence, et qu'il y a plutôt une bonne réception de la PQR. Moi j'en ai fait deux, le premier c'était à Marseille, on avait été avec Amine Kessassi, que vous verrez dans les intervenants suivants, pour voir son association Conscience qui travaille avec les mamans dans les quartiers pop. On avait fait le soir avec tous les militants le premier atelier, et puis à Agen dans le Lot-et-Garonne où ça a été un petit peu plus mouvementé, pour ne rien vous cacher, on a dû tenir ça de manière clandestine. Du coup, la PQR ne l'a pas suivi. Mais on a réussi à faire ça, et c'était un très chouette moment. Tous les 15 jours, depuis janvier, on a un comité de pilotage qui se réunit, qui est composé à plus de la moitié de société civile. Toutes les semaines, un comité exécutif, tout ça depuis janvier. Donc, vous voyez qu'on a continué à travailler. On aurait pu s'arrêter là, en termes de nombre de réponses, mais ça aurait été frustrant parce que la période ne nous a pas permis de beaucoup communiquer. Il y a plein de gens qui se seraient dit « tiens, c'est fini, j'ai pas encore vu passer le lien pour répondre ». Et donc, après ces premiers chiffres, la deuxième annonce du matin, c'est qu'aujourd'hui, on passe la seconde, et plusieurs intervenants vous donneront des exemples d'initiatives que nous allons lancer dans les semaines à venir pour amplifier la démarche. Ce ne sera pas exhaustif, évidemment, on vous réserve quelques surprises, mais voilà. Et donc tout cela, ça nécessitait d'adapter le calendrier, de se laisser plus de temps à la demande de nos militants sur les territoires. C'est donc ce qu'on va faire, et donc on va vous mettre un peu le nouveau calendrier. Donc vous voyez que de mars à août, il y a cette grande enquête qui continue, les cahiers de doléances, il y a les événements et les ateliers thématiques qui continuent. Les résultats vont être analysés tout au long de l'été par donc notre prestataire, j'y reviendrai à la fin de la conférence de presse. Il y aura un tirage au sort en juin. Alors pourquoi vous me dites ça dure un mois? C'est parce que pour les conférences citoyennes, on va tirer au sort des gens. Là pour l'instant on est 25 000, mais ils seront plus nombreux d'ici là, pour les conférences de septembre. Et donc évidemment il va y avoir plusieurs tirages au sort, parce que vous tirez au sort, vous appelez les gens, s'ils ne sont pas dispo, vous en retirez au sort, et ainsi de suite. Et puis on veut s'assurer évidemment que ces conférences citoyennes soient représentatives. Donc il y aura un vrai travail méthodologique là-dessus. Et donc ces conventions citoyennes se tiendront tout le mois de septembre, et une convention de refondation à la fin du mois de septembre, donc plutôt à l'automne. On avait dit à l'été, en fait ce sera plutôt à la toute fin de l'été qu'au tout début. Comme je sais qu'on est un peu en retard et que Marie Pochon doit partir bientôt, on va faire passer Marie Pochon maintenant. Donc on va vous montrer différentes choses qui sont prévues dans les semaines à venir. Et puis je vous expliquerai après les retours qu'on a déjà du questionnaire et ce que ça nous enseigne. Bon, bonjour à toutes et tous. Je vais essayer d'être très rapide, effectivement, parce que j'ai un rendez-vous ensuite. Je m'appelle Marie Pochon, je suis
députée écologiste de la Drôme. D'abord, je voulais remercier Marine Tondelier ainsi que l'ensemble du bureau exécutif pour cette très belle dynamique autour des États généraux de la refondation, avec des ateliers un petit peu partout en France qui rassemblent largement. Encore récemment, pas très loin de chez moi, avec plus de 50 personnes à Privas en Ardèche, puis ça a été dit, il y a eu plus de 26 ateliers dans des communes rurales, et donc il faut quand même souligner ce point-là. Moi, je suis là pour vous parler de la place des ruralités, des territoires qui sont souvent trop oubliés par les pouvoirs publics, mais aussi par une partie de la gauche et des écologistes. Depuis trop longtemps, nous n'avons pas réussi à rassembler une majorité de Françaises et de Français. C'est aussi parce que nous n'avons laissé à nos territoires ruraux que le choix, finalement, entre la droite clientéliste et l'extrême droite populiste. Et qu'en fait-elle, au mieux de la communication, au pire de la bétonisation? Nos campagnes, ils ne les envisagent que pleines d'autoroutes pour faire venir des milliers de touristes et pour en faire partir les ressources. Parce que pour eux, une forêt, un océan ou des champs, à quoi ça sert sinon à gagner quelques points de PIB? Face à cette vision du monde et de la ruralité, celle des destructeurs, comme certains les appellent, l'écologie a l'obligation morale de proposer un contre-récit heureux et souhaitable pour les habitants des territoires ruraux. Car oui, l'écologie est la voie à suivre pour la ruralité, nous en sommes convaincus, parce que qu'est-ce que l'écologie, sinon défendre la cohabitation harmonieuse entre les humains et le reste de la nature? Qu'est-ce que l'écologie, sinon permettre à toutes et tous l'accès à la mobilité, aux services publics, aux droits, au travail, aux loisirs, à la culture, à un commerce local en circuit court? Alors oui, dans cette période d'état généraux, de la refondation du sol au plafond de l'écologie politique en France, nous devons nous réinventer. Et dans cette réinvention, ne surtout pas oublier que la victoire future de l'écologie passera par les ruralités ou ne passera pas. L'exemple des Verts britanniques qui ont la semaine dernière réalisé une percée aux élections locales, notamment dans les territoires ruraux, que le reste de la gauche méprisait, car c'était soi-disant des bastions conservateurs, doit nous inspirer. Nous devons de nouveau, et loin de la condescendance et du mépris, répondre dans nos programmes et nos campagnes aux problématiques du quotidien, à l'abandon par l'État des territoires entiers. Déserts médicaux, alors je vais partir dans une liste à l'après-vert, entre les déserts médicaux, la perte de moyens pour les communes, le transfert de compétences subies, les violences faites aux femmes qui sont de l'ordre du double par rapport à la moyenne nationale, dans les territoires ruraux du fait de la proximité et du manque d'anonymat, l'urgence de l'installation agricole, l'accès au foncier et au logement, le maintien des services publics, l'émancipation de la jeunesse rurale, le droit à la mobilité, les moyens affectés aux maisons France Service, le recrutement de sapeurs-pompiers, la prédation et la protection du pastoralisme. Tous ces sujets sont centraux pour à peu près 33% de la population qui vit dans les territoires ruraux. Vous remarquerez comme moi qu'ils ne sont pas si centraux dans les débats politiques du moment. Et donc, c'est un petit peu notre sujet aujourd'hui. Nous devons de nouveau proposer un cadre programmatique à toutes celles et ceux qui attendent quelque chose de l'écologie politique. Nous devons de nouveau proposer aux Françaises et aux Français de tous les territoires des candidates et des candidats, des listes qui leur ressemblent. Et si, en ce sens, en pleine cohérence avec les états généraux de la refondation, depuis l'été dernier, on s'est mis au travail avec un certain nombre de militants, d'élus écologistes, non seulement d'Europe Écologie Les Verts, mais même plus largement de sympathisantes et de sympathisants de l'écologie politique, pour faire de l'ensemble de ces souhaits une réalité. On a organisé des ateliers, on a rassemblé dans un groupe de travail plus de 200 militants et élus écologistes de tous les territoires ruraux, du Beaujolais à la Manche, des Pyrénées aux Côtes-Bretonnes. Ce travail n'était qu'un avant-goût. En effet, dès l'été, on pourra vous en dire plus le 13 juin prochain sur le programme qu'on envisage de poursuivre sur ce travail sur les territoires ruraux. On envisage notamment un recueil des doléances auprès des militantes et des militants de l'écologie un petit peu partout sur les territoires et qui ferraille sur ces territoires-là. On envisage aussi un tour de France des territoires ruraux et des universités des ruralités écologistes. Et on pourra vous en dire plus. Effectivement, le 13 juin, on vous convoquera sans doute à une conférence de presse à Paris avec les élus, les militantes et les militants qui nous accompagnent dans ce travail. Je vous remercie. Merci Marie. Et donc, vous avez compris qu'on avait rendez-vous le 13 juin pour tous les détails. Merci à toi Marie. Sur les territoires sur lesquels on avait acté au moment du congrès et analysé qu'il fallait qu'on travaille davantage, il y avait les quartiers populaires et donc c'est Amine Kessassi, dont je vous ai parlé, qui avait organisé un beau déplacement à Marseille, qui va nous en parler. Merci beaucoup Marine, merci à toutes et à tous. Effectivement, nous on a été ravis d'accueillir Marine Tondelier à Marseille, d'accueillir
aussi ces journées de la refondation. Enfin, nous, on a pour vision de dire qu'aujourd'hui, les quartiers populaires ont été délaissés, qu'aujourd'hui, les quartiers populaires ont été mis de côté dans les décisions politiques, que ces dernières décennies, on a jugé bon et utile de prendre des décisions à la place des habitants des quartiers populaires et pour eux, sans forcément les concerter, sans forcément les consulter, sans forcément les inciter à venir. On a beaucoup parler du taux d'abstention dans les quartiers populaires, mais on ne s'est pas demandé qu'est-ce que nous, on faisait pour justement aller vers ces gens, aller vers les quartiers pour les inciter à revenir vers le chemin électoral, pour les inciter à combattre, comme le disait Marie Pochon, le vote par clientélisme. Et donc aujourd'hui, ces ateliers ont permis justement à nous redonner la parole. Moi, quand j'ai vu comment les mamans étaient ravies de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire quels étaient leurs points de vue et ce qu'elles pensaient par rapport à l'écologie, par rapport à la politique et par rapport au quartier populaire. On ne peut que être ravi de ce résultat et c'est tout de même plus de 15 ateliers qui ont été menés aujourd'hui dans les quartiers populaires, ce qui représente un quart pour le moment des ateliers qu'on a pu mener. Donc ça prouve la place qui est la nôtre et la place qu'on occupe et en tout cas on est ravis que un peu sous cette impulsion que Marine Tondelier a menée, on est ravis de retrouver notre place dans le système démocratique, notre place dans la représentation nationale. Et on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure de représentation nationale, de représentativité. Ça passe aussi par les quartiers populaires et les quartiers populaires ont également besoin d'être inclus dans ces instances où on va pouvoir réécrire. Mais encore une fois, on ne va pas écrire uniquement l'histoire de LV, mais bien évidemment répondre aux attentes des Françaises et des Français et également des Européens plus généralement. Donc en tout cas, merci beaucoup et on est vraiment hyper ravis de contribuer. Merci à toi, Amine. Donc, je précise que tu es président fondateur de l'association Conscience, que tu n'es pas adhérent d'Europe Écologie Les Verts, qu'on ne se connaissait pas, c'est vrai, avant ces états généraux. On a été mis en contact et j'en suis ravie. Et voilà, donc du coup, tu fais partie des gens qui animent ce processus dans les Bouches-du-Rhône. Merci à toi. Et alors, un autre type de territoire sur lesquels, à bientôt Amine, un autre territoire sur lequel on a souhaité travailler également, c'est la montagne. Vous savez que plus de 20% du territoire français est en fait une zone de montagne et que quand on est écolo en zone de montagne, c'est des problématiques aussi assez particulières. Et donc, si David, tu nous entends, je vous entends. Bonsoir. Tu peux te présenter peut-être du coup et puis nous expliquer, puisque toi, ton atelier montagne a déjà eu lieu. Et oui, David Berbet, je suis un des animateurs d'Europe Écologie dans les Pyrénées-Orientales. Et en effet, la dynamique nationale autour des États généraux est venue rencontrer localement l'envie de nous questionner sur l'avenir de la montagne dans le contexte du changement climatique. Il y a bien sûr eu cet hiver une météo assez singulière dans les Pyrénées-Orientales qui nous a fait tous nous interroger sur notre dépendance à l'économie du ski, surtout quand de la neige, il n'y en a pas, ou en tout cas de moins en moins. L'ironie, c'est qu'on a eu l'idée de ces états généraux et de l'avenir du tourisme faute de neige, alors que désormais dans le département, la question c'est l'avenir du tourisme estival, alors que c'est l'eau qui manque à présent. Alors, notre invitation à une journée assez ambitieuse a été entendue, c'est-à-dire que c'était une journée entière, hein, le matin, l'après-midi, avec des tables rondes, des conférences, des débats dans un format classique, mais aussi dans des formats plus dynamiques et plus participatifs. On a eu jusqu'à 72 participants au temps fort de la journée et à peu près une cinquantaine aux différentes séquences qui ont ponctué la journée. Tout ça dans un contexte de vacances et le week-end du 1er mai. Alors, le déroulé, il y avait en gros le matin des questions autour du tourisme, l'après-midi plutôt sur l'aménagement du territoire et la façon dont les habitants se projettent dans l'avenir en montagne. Bilan provisoire des débats. On a donc le matin pas mal parlé du ski, notamment après qu'un scientifique nous ait fait un état des lieux sur les perspectives pour les stations de ski, notamment dans les Pyrénées. Curieusement, on a assez vite passé sur la question des canons à neige, le technosolutionnisme pour s'adapter au réchauffement climatique. Le débat s'est beaucoup focalisé sur les problèmes de rente immobilière qui sont liés aux stations de ski et qui ont notamment deux conséquences. C'est
l'artificialisation des paysages dans toute la montagne, et 2, le problème d'accès au logement pour les habitants qui ont l'idée saugrenue de vouloir vivre à la montagne à l'année. Il a également été question de ce qu'on appelle le tourisme 4 saisons, qui a quand même été critiqué pour étant une volonté de transformer les montagnes en parcs à thème. L'idée générale des débats, je fais vite, hein, mais c'est en gros de dire les montagnes ont des ressources, les gens qui habitent les montagnes ont des ressources, on trouvera des solutions même s'il n'y a plus le ski. C'est pas un parc accrobranche de plus qui va sauver notre territoire absolument. Enfin, troisième dynamique qui a été évoquée, le questionnement d'un certain nombre d'acteurs des sports de montagne qui se préoccupent de pouvoir continuer à pratiquer leurs activités dans la nature tout en étant parfois en conflit avec des enjeux de protection forte de l'environnement dans la montagne, évidemment, qui est fragile. Ce qui ressort en forme de conclusion provisoire de ces échanges, c'est probablement la volonté de faire remonter l'idée, l'opportunité d'une nouvelle loi montagne, presque 40 ans après la loi montagne de 1985. Et il y a Christine Arrigui qui a bien voulu venir observer cette journée de débat, qui est repartie avec la mission de parler à ses collègues parlementaires, de l'opportunité qu'il pourrait y avoir à travailler à une nouvelle loi montagne. Donc, on précise que Christine Arrigui est parlementaire écologiste de la Haute-Garonne. Pardon, oui, voilà. Et qui nous a fait l'amitié, en effet, de venir se mettre à l'écoute de cette journée en Pyrénées catalanes. Voilà, conclusion provisoire de la journée. L'envie pour beaucoup de participants de plus seulement discuter, mais de passer à l'action, que ce soit via un engagement associatif, via une transformation dans le cadre de son travail, et via peut-être un engagement dans un parti politique. Regret qu'aucun élu quasiment du territoire ne soit venu, malgré l'invitation qui avait été passée tout azimut sur l'ensemble de la Cerdagne et du Cap-Cyr. Et enfin, et c'est là pour nous le meilleur critère de succès de cette journée, l'envie pour beaucoup de recommencer, et notamment pour creuser des thématiques qu'on a à peine eu le temps d'évoquer tout au long de cette journée. Merci. Ce que je vous propose, parce que je sais qu'elle a un rendez-vous après, elle est très occupée, elle est mère, c'est de passer à Léonore Monconduit, qui est la garante de tout ce processus avec qui on travaille au quotidien, qui anime les comités de pilotage, les comités exécutifs, etc. Et qui va donc vous parler notamment du questionnaire Société civile, qui est un autre questionnaire que celui grand public. À toi, Léo. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous prie de bien vouloir m'excuser, j'étais pas là au tout début de la conférence de presse, donc peut-être qu'il va y avoir des redites, mais donc moi je suis plutôt chargée de vous donner des nouvelles de comment ça se passe de manière générale, et puis comment est-ce que ça prend forme avec de nouveaux partenaires de la société civile. Donc, comme Marine a dû vous l'expliquer au début, on a décidé de décaler, normalement, nous devrions en être maintenant à la fin de la première phase, c'est-à-dire la phase de grande enquête populaire. Sauf que du coup, le calendrier de militants a été bouleversé, ou en tout cas, c'est un sujet s'est fortement imposé qui est celui de la réforme des retraites, et donc il a été assez difficile de faire vivre sur le territoire de l'énergie militante pour autre chose que la mobilisation sur les retraites. Donc, nous avons décidé d'étendre un petit peu le calendrier pour faire en sorte que cette première phase de grande enquête, eh bien, elle se tienne jusqu'à fin juin, finalement, et donc pour se laisser l'été, pour faire des groupes plutôt des conventions citoyennes plus qualitatives qui auront pour mission, je le rappelle, à partir des retours de la phase 1, composer des propositions concrètes qui seront ensuite votées lors d'une grande convention de refondation pour composer la feuille de route à venir d'Europe Écologie Les Verts. Donc déjà plus de 100 ateliers se sont déroulés, ça a dû vous être dit, je pense. Déjà plus de 100 ateliers. Et si vous allez sur le site lesécologistes.fr, sur l'agenda, il y en a encore au moins une quarantaine qui sont prévus, et ça arrive tous les jours ou presque. Donc, clairement, là, il y a un effet boule de neige significatif auprès des groupes locaux. Et ne serait-ce que pour vous témoigner du groupe local le plus proche de chez moi, Poitiers, il y a eu un premier atelier, un succès fou. Et donc, 2 ateliers sont de nouveau programmés dans la première quinzaine de juin, un à Poitiers même et un dans un village, donc dans une zone rurale, avec l'idée de dire qu'un territoire peut aussi avoir des réalités territoriales très différentes pour un même groupe local. Donc, voilà, les ateliers continuent à bien mobiliser, et je dirais que la culture de l'animation ouverte que nous avons voulu susciter dans le parti fonctionne bien aussi, puisque plus de 350 cadres de ELV ont été formés
aux techniques permettant d'animer des ateliers de ce type-là. Et puis donc il y a cette partie atelier ouvert au grand public qui fonctionne bien, et puis nous avons ressenti la nécessité de nous adresser aussi de manière plus particulière à nos partenaires que sont les organisations de la société civile, qui ont pour beaucoup rempli le questionnaire et l'ont fait remplir à leurs adhérents. Simplement, elles ressentaient le besoin que leurs attentes soient prises en compte de manière plus spécifique. Donc, un questionnaire a été conçu par le comité de pilotage des États généraux de l'écologie, qui, je le rappelle, est composé à moitié de personnes qui ne sont pas du tout issues du mouvement écologiste à la base, qui ont composé un questionnaire à destination des organisations de la société civile, qui a plutôt bien tourné, et donc qui nous permet d'intégrer aussi au retour une composante sur plus précisément quelles sont les attentes de nos partenaires, comment se donner les moyens de travailler avec eux de manière pérenne, voilà, comment structurer une coopération entre nous. Et donc, ça fera partie des éléments qui seront présentés lors de la restitution de la phase 1 également. Voilà. Alors, bonjour Et à donc, toutes et tous. Léonore, je ne sais pas si tu m'entends, c'est Léa. ah ben oui, si, je me demandais qui prenait le relais, donc c'est parfait. C'est moi. Merci beaucoup Léonore. Et donc moi je suis Léa Balagel-Mariki, membre de la direction en charge de la communication et des journées d'été. Donc vous avez pu le voir, les journées d'été qui ont été annoncées au Havre. J'en profite pour faire la réclame pour les journées d'été à partir du 24 août qui vont avoir lieu donc au Havre, et qui vont être aussi des moments de débat, de collecte de tous ces questionnaires qu'on est en train de lancer. Et là, on vous disait, on est en train de lancer une deuxième étape, une deuxième phase dans ces états généraux, avec aussi des campagnes de communication pour aller voir les organisations de la société civile, Léonore vient d'en parler, mais aussi les citoyennes et les citoyens. Et donc là, on vous présente la prochaine campagne de communication autour notamment de la question démocratique. Alors je vous mets au défi de reconnaître l'inspiration des différents visuels qui ont été faits. Si je vous dis qu'il y a Dirty Dancing, normalement vous devez reconnaître, c'est bon. Si je vous dis qu'il y a NTM aussi, ça c'est bon aussi. Donc voilà, donc en fait c'est à travers, en réalité on veut prendre les outils de la culture populaire, des messages, que ce soit on laisse pas bébé dans un coin, mais on laisse pas la démocratie dans un coin. En ce moment, c'est important pour nous de pouvoir valoriser ce qu'on porte à travers ces états généraux, c'est-à-dire un processus très ouvert, démocratique, participatif, qui est à l'opposé de ce que le gouvernement fait quand lui, il est dans un processus fermé, non participatif, non démocratique. Et c'est pour ça qu'on a envie aussi de s'adresser à toutes celles et ceux qui pensent qu'il faut un débouché, si ce n'est dans un appareil politique, au moins dans une organisation, d'avoir des espaces de dialogue autour de la question démocratique en France. Et donc c'est pour ça qu'on lance cette campagne de communication. On lance aussi une deuxième campagne de communication à travers un quiz. Et là, je vais vous proposer d'interagir avec nous. Vous avez un QR code. Alors, qui est muni d'un smartphone? Je vois qu'il y en a qui ont compris l'exercice en allant flasher le QR code directement. Et donc, vous allez pouvoir vous positionner en tant qu'écolo. Alors, je suis certaine que vous allez avoir le meilleur score en tant qu'écolo, c'est-à-dire la personne qui prend jamais l'avion, qui trie ses déchets, qui est végane, qui engueule sa famille, ses proches quand ils se rendent en week-end à Marrakech en avion 3 fois dans le mois. En réalité, peu importe votre score, ce qui nous importe, c'est que vous puissiez participer aux états généraux de l'écologie. Et peu importe votre score, les écologistes, on n'est pas là pour le juger, on est là plutôt pour se dire, mais en fait, on est tous dans le même bateau, celui de la galère, celui de l'inhabitabilité de la planète si on ne change rien. Et donc, c'est à travers ce quiz aussi qu'on veut interpeller, quelles que soient ses actions au quotidien, quelles que soient ses préoccupations. Quelles que soient ses préoccupations, eh bien, en réalité, on est là toutes et tous ensemble à travers ces états généraux de l'écologie. Donc ce quiz, je pense qu'il va péter les scores de tous les algorithmes et devenir une trend sur TikTok, notamment grâce à votre participation à ce quiz en direct. Je vois que vous êtes déjà dessus. Vous nous direz les résultats tout à l'heure. Et donc voilà, à travers ces deux campagnes de communication grand public, on entend aussi relancer l'adhésion auprès de la démarche qu'on a initiée des états généraux de l'écologie. J'en ai terminé. On veut le résultat de Léa, bien sûr. On attend que tu postes
ton icône sur Twitter. Alors, l'intervenant suivant, puisqu'on a plein de projets à vous présenter, c'est Manu Baudinier, qui va vous présenter une expérimentation en fait, qu'il prépare depuis plusieurs semaines avec une petite équipe sur une expérimentation programmatique en fait, sur le travail, puisqu'on a beaucoup manifesté. Et donc, on s'est dit que tout le monde a dit c'est pas qu'une question de retraite, il faut parler de travail. Eh bien, dans le cadre des États généraux de l'écologie, nous allons le faire. Est-ce que Manu, tu m'entends ? Oui, je t'entends très bien. Mais c'est mon cas aussi? Oui, parfait. Parfait. Bonjour. Du coup, je parle au nom du petit trio qui pilote ce projet, donc Priscilla Ludowski et Jérôme Gulli, qui est membre du bureau exécutif de ELB. Moi, je suis moi-même militant associatif plutôt du côté de la lutte contre la pauvreté et de l'éducation populaire. Qui dit refondation, dit aussi refondation programmatique et doctrinale. Pour ça, il s'agit d'inventer, de repenser une manière de travailler. Et donc, on s'est dit que c'était plus simple, plutôt que de le faire de manière théorique, méthodologique, de l'expérimenter nous-mêmes à partir de la question du travail qui est très fortement posée depuis quelques mois, mais qui agite les écologistes quand même depuis plusieurs années. Et donc, on le fait de trois manières différentes. La première, c'est qu'on lance une enquête spécifique sur cette question, qui dure 5 minutes, mais qui sera diffusée aux sympathisants qui auront répondu présents. Un deuxième volet qui est des auditions. On a associé donc la commission économie de ELV, mais qu'on réalise aussi avec Priscilla, auprès de 50 personnes, 15 de l'interne du parti et 35 externes, donc des économistes, des sociologues, des philosophes, des syndicats, du patronat, des militants, des personnes au chômage, donc d'essayer d'avoir un panel représentatif des personnes qui vivent les questions du travail à différents endroits de la société, pour interroger à la fois ce que représente le travail pour elles aujourd'hui, mais aussi ce que les écologistes portent ou pourraient porter mieux demain. Et un troisième temps qui sera une convention qui aura lieu le 7 juin où on présentera un certain nombre de propositions d'évolution du programme sur le travail, etc. Et donc, qui sera un moment de débat, de confrontation aussi peut-être. On est en train de la monter. Tout ça étant à la fois une manière de se positionner sur le travail, mais aussi d'expérimenter une méthode qui pourrait être déployée sur d'autres sujets à partir de la rentrée 2023. Donc, je m'en arrête là. Sur les 50 auditions, on en a déjà réalisé 10, et tout à l'externe. Donc, on travaille beaucoup avec Priscilla et Jérôme, et on espère avancer dans les prochaines semaines et vous tenir au courant. Merci beaucoup Manu, et merci à tous les trois. Alors, on vous a présenté beaucoup de choses. Il faut savoir que c'est des choses qui sont travaillées collectivement au sein du comité de pilotage des États généraux. Je vous en ai parlé plusieurs fois depuis tout à l'heure. Et donc, Benjamin Badoir, qui est en charge des relations avec la société civile au bureau exécutif, va nous expliquer en fait comment a été composé ce comité de pilotage. Et ça va être en duo avec toi, Boris. Donc, peut-être que tu peux venir. Et Benjamin, on te voit et normalement, on t'entend. Oui, bonjour. Parfait. Bonjour tout le monde. Effectivement, je vais présenter en quelques lignes ce comité de pilotage et ensuite je passerai la parole à Boris. Donc cette refondation, on l'a vu, elle passe par divers process et modes de faire, et notamment par une ouverture évidemment à la société civile pour nous, afin de nous retrouver un peu plus en phase évidemment avec ses aspirations. Comme il a été dit, nous sommes épaulés par un prestataire pour nous accompagner dans la méthodologie, et ce travail répond des décisions prises dans ce comité de pilotage. Donc ce copil, il se réunit, au début il devait se réunir tous les mois, mais en fait on en avait besoin de ce copil, on a vu ça, donc maintenant on se réunit toutes les 2 semaines, et c'est l'organe vraiment d'orientation et de décision de l'ensemble du processus. Donc là c'est un vrai plus, c'est une certaine innovation en fait dans le fait de laisser la main vraiment à ce copil. Donc on échange bien sûr sur la méthodologie, les ateliers, le périmètre des conférences citoyennes, les questionnaires, on a vu individuels et collectifs, mais aussi on échange de l'actualité, voilà, notamment des notions d'engagement, de république, ou voire même de responsabilité des politiques. Et voilà, c'est capital, bien sûr, d'échanger sur la méthode, sur la forme, mais aussi de parler de politique.
Ces échanges, ils nous aident aussi à repenser, ainsi à repenser les moteurs de l'engagement public et politique, ou encore les liens entre un mouvement écologiste et la société civile qui est engagée sur les sujets écologiques, sociaux et démocratiques. Et on a vu, on en avait besoin ces derniers mois. Donc ce compil, il était composé au début à moitié de politique et à moitié de personnalités qualifiées, nous encartées, et petit à petit, en fait, on agrège des personnalités qualifiées. Donc ça leur donne une place plus importante dans ce compil, et c'est un souhait aussi de notre part, de leur donner plus de place. Donc nous avons visé la représentativité de ce qu'on appelle le peuple d'écologie ou la classe écologiste. Et ainsi, on a cherché à avoir des personnalités expertes, qualifiées, pour un certain nombre de sujets qui parcourent notre société. Donc là, il y a en gros toutes les thématiques, si on peut dire. Il y a les thématiques des quartiers populaires, on l'a vu, du sport, de l'éducation, du climat, de la ruralité, de la culture, du féminisme, de l'économie, etc. Et donc là, dans les personnes, je crois que vous avez une liste sur vos tables des personnes qui en font partie. On retrouve, ça a été dit, Priscilla Ludowski, qu'on a connue notamment lors du mouvement des Gilets jaunes, Clotilde Bateau, qui est la présidente de Notre Affaire à tous. On a Amine Kassassi, que vous avez vu tout à l'heure, de 19 ans, qui est engagée dans les quartiers nord de Marseille notamment. Nous avons l'entrepreneur social, Christian Vanizette, la sémiologue Cécile Alduy, l'économiste Christophe Forel, et encore de nombreuses autres personnes qui participent à cette démarche. Et voilà, comme je l'ai dit, on continue d'accueillir petit à petit du monde, quoi. Chaque semaine, il y a une ou deux personnes qui nous rejoignent et qui sont parties prenantes de ce processus, de cette envie de faire grandir l'écologie politique. Alors, nous avons des personnes qui connaissent très bien leur sujet, donc ils en sont des spécialistes reconnus. Mais voilà, ce qu'on souhaite là-dedans, c'est qu'elles ne soient pas là juste pour défendre en fait, leur domaine spécifique, leur domaine de prédilection, et bien pour permettre d'avoir un regard un peu plus large qui englobe l'ensemble des points de vue de l'écologie politique. Et voilà, pour veiller au bon fonctionnement d'ailleurs de ces EGE, de ces états généraux d'écologie, et particulièrement à l'expression de ce comité de pilotage, on est également appuyé au-delà du prestataire par l'association Démocratie Ouverte, qui est spécialiste de la transition démocratique des institutions publiques et des organisations privées. Donc voilà, juste avant, j'ai cité quelques membres du COPIL non encartés. Alors, peu sont avec nous aujourd'hui parce que tout simplement ils travaillent, parce qu'ils sont engagés au quotidien dans la société. Et donc, peu sont à Paris, mais il y a quand même Boris Tavernier, donc, qui était de passage à Paris avec nous. Je le remercie bien d'être là. Et voilà, je lui propose de lui passer la parole, qui nous explique un peu son parcours et nous dire pourquoi il s'est engagé dans cette démarche. Boris. Merci, Benjamin. Bon, je ne vais pas parler que d'alimentation, promis, mais quand même un petit peu, même si c'est mon sujet de prédilection. Pardon. Hop, je me recadre. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Boris Tavernier, je suis le délégué général de VRAC. Moi, ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille sur les questions d'accès à l'alimentation de qualité, et depuis 10 ans au sein de VRAC, donc plus particulièrement dans les quartiers populaires, qui sont les premières victimes. En tout cas, c'est vraiment cette double peine, pas de moyens de bien consommer et pas d'offres sur place. Donc l'alimentation, l'avantage, c'est que c'est très transversal, donc on touche aussi à la santé. On est évidemment dans des quartiers fortement touchés par l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. On est sur un projet qui touche à la vie sociale. On crée de nouveaux espaces et on a grand besoin dans ces quartiers, plus particulièrement pour les femmes qui n'ont pas d'endroit, hormis la sortie de l'école, pour se retrouver. Donc venir chez VRAC, c'est aussi de pouvoir passer du temps ensemble et d'imaginer construire des projets futurs, un projet environnemental, de par tous les produits issus de l'agriculture biologique, de par l'absence d'emballage. C'est quelque chose qui est très fort chez nous. Et aussi un projet citoyen chez VRAC, tous les adhérents, il n'y a pas de bénévoles qui viennent servir la soupe aux pauvres. Chacun est moteur, chacun agit pour son voisin. Ça, c'est quelque chose qui compte chez nous. Donc on est maintenant dans 90 quartiers en France. On se bagarre pour plus de justice alimentaire, ce qui n'est pas simple sous ce quinquennat, mais on continue de livrer bataille. Et je suis là aujourd'hui parce que ça fait 10 ans que je suis auditionné, que je suis concerté, mais c'est la première fois qu'on me propose de co-construire. Et donc ça, c'est quelque chose qui est fort et qu'on mène au quotidien dans nos projets. Marine est venue voir la Messa. La Messa, c'est pas sorti uniquement de notre tête. On l'a construit pendant plusieurs mois avec les habitants du quartier. Et ils n'ont pas juste choisi la peinture. Ils ont choisi les horaires d'ouverture, ils ont choisi les produits, ils ont choisi l'aménagement intérieur. Et je pense que c'est hyper important de pouvoir embarquer tout le monde dans cette histoire pour qu'ils puissent adhérer au projet. Si on n'avait pas fait ça, il n'y aurait personne dans notre maison de l'alimentation et ce n'est pas l'objectif. Et là, le fait d'embarquer tout le monde, vraiment de les faire participer et construire ce projet, je pense que c'est un bon moyen. Donc nous, on est ravis de pouvoir vous suivre sur ces prochains mois. Et on lance aussi de notre côté, auprès de nos 7000 adhérents, une grosse enquête alors assez quantitative, mais aussi des focus group dans chacun de nos 18 groupements, enfin 18 villes en France. Donc ça pourra amener un petit peu des nouvelles données à votre projet, à notre projet.
Merci beaucoup à toi, Boris. Donc, on vous présente Boris aujourd'hui, mais on pourra tout au long des États généraux vous présenter des responsables associatifs qui nous font confiance. Il y a aussi des gens qui ne sont pas dans le comité de pilotage, mais avec Benjamin Badois, on rencontre chaque semaine des responsables associatifs, des syndicats, etc. Et en fait, ils sont nombreux aussi à nous dire sur l'enquête société civile que vous a présentée Léonore, qu'ils sont prêts à le relayer aussi en interne. Et donc, c'est ça notre travail aussi beaucoup en mai et juin de faire circuler ce questionnaire société civile au plus large et d'avoir des retours assez construits des associations. La dernière intervenante de cette conférence de presse, avant que je vous donne un peu les premiers résultats qu'on voit, c'est Mélissa Camarade, donc, qui est en charge de la mobilisation au bureau exécutif et qui va vous dire comment on mobilise en mai et en juin sur les États généraux. On te voit, Mélissa, et normalement on t'entend. Bonjour à tous. Parfait. Bonjour à tous. Effectivement, on mobilise et les groupes locaux sont déjà mobilisés un peu partout en France, du nord au sud. On a déjà eu plusieurs vagues de tractage sur les marchés, à Toulouse, à Lille. Lille, on a même participé à une fête populaire qui est la fête de la soupe, où on a pu distribuer des tracts. Dans le Gers, ils sont allés à la rencontre des habitants pour qu'ils remplissent les questionnaires sur leur téléphone, qu'ils remplissent les cahiers de doléances. Donc, on voit que au fur et à mesure des semaines, les groupes locaux sont de plus en plus mobilisés. Et on va accentuer cette mobilisation en mai et juin, et notamment par deux grandes vagues vertes. Donc, les 24 mai et le 15 juin, on va, dans toute la France, distribuer des milliers de tracts et on va aller vers les gens pour qu'ils puissent participer à la fois aux ateliers, qu'ils puissent répondre à la grande enquête et répondre aux cahiers de doléances. Donc, on va avoir de plus en plus de participants et on est sur le terrain actuellement un peu partout. On va aussi mettre en place une campagne un peu inédite, une campagne participative pour voir un peu ce que ça donnerait un grand mouvement de l'écologie, comment on peut faire une campagne en dehors des cercles habituels en vase clos, une campagne ouverte, où là, pendant un mois, on va appeler les gens à participer à l'élaboration d'une future campagne sur la thématique de l'eau. On sait que c'est une thématique très importante. On a des soucis et une raréfaction de l'eau partout sur les territoires, et c'est l'un des enjeux cruciaux pour les écologistes. Donc, on veut que le peuple de l'écologie co-construise avec nous une grande campagne, là, pendant un mois. Ensuite, on aura un mois pour l'élaborer. Puis, en fait, le but, c'est vraiment cet été de pouvoir lancer cette campagne un peu partout et de voir ce que ça peut donner, finalement, une campagne travaillée et réfléchie différemment avec tous les acteurs, avec une campagne finalement ouverte, parce que l'enjeu de ces états généraux aussi, c'est l'ouverture, c'est d'ouvrir les portes et du coup de co-construire avec tout le peuple de l'écologie. Merci. Donc voilà, vous voyez qu'il y a plein de choses à venir. Il y a aussi des déplacements. Moi, je serai dès ce soir à Cergy pour un atelier avec Aurélien Taché. On va juste avant ça visiter un parc social. Je serai aussi ce week-end à Lyon. On tient un atelier des États généraux de l'écologie. Tu seras là aussi, on n'arrête pas de se voir. Dans le parc social de la Sébille. Et puis, je serai dans les semaines suivantes, le 25 à Tours, le 10 en Bretagne, le 11 à Nantes, le 13 en Occitanie à Carcassonne. Enfin, voilà, on reprend le Tour de France avec des déplacements toutes les semaines. On va lancer aussi des ateliers en live. Il y a la slide de Félicie, voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous voyez des ateliers sur tous les territoires où il y a une trame, voilà, c'est vraiment les gens du territoire qui se rencontrent et qui réfléchissent ensemble. On a voulu aussi avoir des ateliers, des webinars nationaux thématiques. Et en fait, c'est un peu les sujets qui nous reviennent beaucoup dans les ateliers où on se dit, tiens, on va faire un atelier national sur le sujet avec des intervenants de choix. Et donc, le premier, ce sera le 16, c'est mardi prochain, sur le rôle des partis face aux dangers démocratiques. On voit que dans le 49.3, les votes bloqués, les procédures accélérées, c'est un sujet qui est sur le devant de la scène, et nous on fait le pari de la démocratie. On est à l'inverse en fait, en disant que c'est quelque chose qui est plutôt la solution que le problème. On sera avec Hélène Desplanques qui est metteur en scène, qui travaille beaucoup sur les cahiers de doléances et l'échec en fait des cahiers de doléances de Macron. Elle va les chercher au fin fond de la Creuse, dans les sous-sols des préfectures, pour les ressortir et montrer que rien n'en a été fait. Et je la connais parce qu'elle a beaucoup travaillé sur les Samsonites et Métal Europe chez moi. C'est une documentariste en fait des luttes sociales, et elle me disait, elle n'est pas du tout élevée à la base, mais elle me disait, ce qui me plaît dans ce que vous faites, c'est que vous réhabilitez en fait le concept de cahier de doléances, et vous le faites bien.
Parce que quand on le fait mal, ça abîme en fait la démocratie participative. Et maintenant, les gens, quand ils entendent cahier de doléances, ils disent ah oui, c'est les trucs qu'on a été à des centaines de milliers dans les mairies et qu'il n'a jamais servi. Donc elle dit vous réhabilitez ça et elle voulait venir apporter son témoignage. Il y aura aussi Dominique Bertinotti qui est conseillère d'État. Il y aura Mathilde Himmer qui avait participé à la Convention citoyenne sur le climat. Il y aura Dominique Bourg qui travaille beaucoup sur la question des institutions. Il y aura le président de la Ligue des droits de l'homme avec qui on a été amené à beaucoup travailler ces dernières semaines et qui veut nous parler aussi du lien entre démocratie et des libertés publiques et état de droit. Et puis Priscilla Ludowski, dont on a déjà parlé. Les autres sujets, vous les voyez, on est en train de monter les panels, mais donc il y aura l'écologie populaire, évidemment, une table ronde sur science, pouvoir et vérité, parce qu'on nous a beaucoup dit chez les écolos que nous, c'était pas la science. Et en fait, beaucoup d'intellectuels viennent nous voir en disant mais le pouvoir aujourd'hui, celui du gouvernement, n'a jamais été aussi loin de la science. Les journalistes, les opposants sont en fait amenés à fact-checker ce que dit le gouvernement. Et ils disaient, paradoxalement, vous les écolos, vous êtes plutôt ceux qui tenaient la route là-dessus sur la vérité, donc ça va être assez intéressant. Évidemment, on parlera fédéralisme et Europe, vous nous connaissez. On aura un atelier sur les mots et les images de l'écologie. On voit notamment avec les soulèvements de la Terre qu'il y a toute une esthétique aussi qui vient. C'est assez poétique et que c'est important de travailler sur les mots que l'on choisit quand on est écolo. On parlera aussi de l'art de vivre écolo. Vous savez qu'il y avait l'American Way of Life pendant longtemps et qu'on était imprégné de ça dans les séries, dans les films. C'était ça qu'on voulait, le Labrador, les deux enfants, le pavillon et la grosse voiture. Nous, on parle d'un art de vivre écolo et on a aussi une bataille culturelle à mener là-dessus. Et puis évidemment, un mouvement plus inclusif. Donc ça, c'est les ateliers nationaux qui sont organisés tous les mardis jusqu'à l'été. Et puis... évidemment que pendant l'été, on sera amené à travailler différemment. Il y aura peut-être des sortes de devoirs de vacances un peu, parce que c'est pas les mêmes personnes qui sont dispo pour répondre à nos enquêtes pendant l'été que celles qui sont dispo pendant l'année. Et puis évidemment, aux journées d'été, on aura un point spécifique sur un format un peu surprise, mais le décalage du calendrier fait que les journées d'été deviendront une étape des États généraux de l'écologie. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est sur les 15 000 personnes qui ont déjà répondu au questionnaire. Évidemment que ce n'est pas fini, mais on a déjà quelques enseignements, certains auxquels on s'attendait, d'autres assez surprenants. Donc déjà sur le profil des répondants, bon, la moyenne d'âge est de 49 ans, ça ne nous apprend pas grand-chose, mais la slide suivante est intéressante parce qu'on dit souvent, vous voyez, les écolos, c'est dans les centres-villes. Et en réalité, dans les répondants à nos questionnaires, alors que 47% des Français habitent dans des villes de plus de 100 000 habitants, c'est seulement 22% des répondants à notre questionnaire qui habitent dans des villes de plus de 100 000 habitants. C'est-à-dire que dans nos répondants au questionnaire, on a beaucoup plus de personnes des villes moyennes et petites que dans la société française. Donc dire que l'écologie n'est pas ancrée dans le reste des territoires, c'est faux. En tout cas, ce n'est pas le cas des gens qui ont répondu à notre enquête. On vous enverra le PowerPoint, hein, si, c'est comme ça va un peu vite les chiffres. On va peut-être passer à la page suivante. Et donc là, ce qu'on y voit, c'est le rapport aux partis politiques des répondants. Et ça, c'est quelque chose auquel on s'attendait. Sinon, on n'aurait pas passé notre temps à répondre qu'en 2023, les gens étaient un peu blasés des partis politiques et qu'il fallait inventer aussi d'autres formes. Bien sûr qu'il faut encore des partis, mais il faut aussi innover. Et donc, on voit que y a les 3/4 des personnes qui ont répondu en enquête, pour l'instant, ne sont pas encartées ni chez nous, ni ailleurs. On a après des résultats préliminaires. Là, on parlait du profil des répondants, mais sur les résultats préliminaires des questionnaires, on n'a pas fait toutes les questions, mais on voulait vous donner quelques pistes comme ça. Premièrement, on s'est demandé, la question qui était posée, c'était que pensez-vous de s'engager dans un parti politique ou de participer à une campagne électorale nationale ou locale. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même encore 29% des gens qui disent ça ne sert à rien. Mais c'est quand même des gens qui viennent répondre au questionnaire. Donc ça veut dire qu'ils se sentent quand même écolos, qu'ils ont un truc à nous dire. Et donc c'est quelque chose qui doit nous interroger. Je dois dire que c'est notre principal challenge. C'est ces personnes-là, elles existent, elles sont venues prendre le temps de s'inscrire sur notre site. Comment on fait pour les impliquer? Ensuite, il y a 28% des personnes qui est en fait notre cœur de cible, qui disent « moi j'aimerais bien en faire plus ». Donc ça veut dire que soit ils ne sont pas encore en contact avec nous, soit on leur propose pas assez de choses, donc c'est assez intéressant. Et il y en a 20% qui le font déjà, donc eux, c'est tant mieux. C'est sûrement ceux qui étaient déjà adhérents ou qui sont très engagés dans d'autres assos. Vous verrez aussi qu'il y a 11% des personnes qui disent « je n'ai pas le temps ». Et ça, c'est aussi un défi parce qu'on voit qu'à mon avis, dans le nouveau mouvement qu'il va falloir créer, il faut qu'on trouve des modes d'engagement possibles pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Il y en a aussi qui disent dans les questions suivantes que leur charge familiale fait qu'ils n'osent pas, ils ont peur de ne pas y arriver. Et en réalité, on doit aussi s'adapter à ça et faire avec le temps qu'ont les gens. Il y a aussi une question sur ce qui m'intéresse. Donc la question suivante, c'était ce qui m'intéresse ou m'intéresserait le plus dans l'engagement au sein d'un parti, c'est.
Et on voit que 58% des répondants disent c'est agir dans des mobilisations en dehors des campagnes électorales. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on avait en intuition. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on est militant écolo, qu'on soit militant écolo politique ou pas d'ailleurs, on ne passe pas notre temps que dans des campagnes électorales, il y a tout le reste. Et pour le coup, ce n'est pas que des gens qui ne sont pas encartés dans notre parti qui disent ça. La réalité, c'est que la plupart des militants politiques de LV font bien d'autres choses et qu'on les voit tous les week-ends sur les différentes mobilisations du pays. Ce week-end à Rouen, le week-end dernier à Toulouse, la fois d'avant à Sainte-Soline et le 17 juin au Lyon-Turin. En fait, c'est quand même aussi beaucoup les mêmes personnes. Il y a aussi 46% des gens qui réclament plus de formation, et ça, on avait quand même ça comme piste en disant ce nouveau mouvement. Il y a peut-être des gens qui ne veulent pas faire des campagnes électorales, mais qui veulent des formations. Il se trouve que là, c'est 46% des répondants pour l'instant. 31%, la colonne violette, demandent, eux, juste des informations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on est écolo, on veut juste savoir ça se passe où, quand, comment, c'est quoi la lutte de la semaine. J'ai 3 minutes, j'ai le temps pour signer une pétition laquelle je signe. Bah ça, on n'a pas cette info aujourd'hui collationnée. Donc c'est aussi quelque chose qu'on pourrait faire. Il y a, je vous rassure quand même, 33% qui veulent soutenir des campagnes électorales, mais ça, on a dit qu'aujourd'hui, on n'en parlait pas. Il y a le 18% orange, c'est les gens qui veulent être candidats à une élection. Et ça, c'est intéressant parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aura les municipales aussi derrière et qu'on voit que dans toutes les villes, ça commence aussi un peu à dire ça marche quand, ça marche comment. Et donc, ce sera aussi évidemment une de nos missions. Le focus suivant, c'était sur la question je ne veux pas m'engager davantage parce que. Et donc, vous voyez qu'il y a ces fameux 19% qui n'ont pas le temps. Ça rejoint la question de tout à l'heure. Il y en a les deux colonnes là de droite, 11% et 17%. C'est en rose ceux qui pensent qu'ils ne vont pas trouver leur place et ceux qui, en violet, ne se sentent pas légitimes pour s'engager dans un parti politique. Et ça, évidemment, ça doit nous interpeller. C'est tout le défi du nouveau mouvement, qu'il soit inclusif, que chacun y trouve sa place, ait envie d'y venir et d'y rester. Et donc, ça nous donne une piste aussi qu'on avait en tête et qui se confirme. Il y a 5% des gens qui disent « je n'ai pas d'argent pour ça ». Et ça aussi, on doit l'avoir en tête. C'est des personnes qui ne savent peut-être pas que l'adhésion est à prix libre chez ELV et qu'on peut adhérer à partir d'1 € et que lesécologistes.fr, aujourd'hui être membre de ce processus, c'est évidemment gratuit, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des coûts induits et qu'on doit travailler sur l'accessibilité en fait, du militantisme. Voilà, une autre question sur le meilleur moyen de faire changer les choses, c'est. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que il y a quand même 63% des gens qui disent c'est s'engager dans des associations avec des réalisations concrètes, hébergement citoyen, maraude, protection de la diversité. Et 60% des gens qui disent c'est gagner des élections. Et donc, ça veut dire que déjà, il y en a qui ont répondu les deux. Et que là aussi, vous voyez qu'il y a bien... l'écologie est un travail d'équipe. Et évidemment que dans ces questions, il n'y a pas la bonne réponse et la mauvaise réponse. On a besoin de tout. Mais c'est intéressant de voir que ces deux ressortent quasiment à égalité. Et puis, il y a 45% des gens qui disent davantage d'actions en justice comme l'affaire du siècle. Et ça, vous savez qu'on est aussi mobilisé sur les recours juridiques. Il y en a 32 qui veulent faire des manifestations et des actions coup de poing. Et 19% qui veulent faire des mobilisations en ligne. Et il y avait aussi une question sur si vous deviez choisir 5 thématiques prioritaires que le futur mouvement devrait porter, quelles seraient-elles ? La bonne nouvelle, c'est qu'on accepte toutes de le porter. On n'aura pas de problème de valeur. Mais donc, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, l'accès et le développement des services publics, à la fois éducation, santé, culture, université, recherche. C'est la santé environnementale, les politiques énergétiques, l'agriculture et l'alimentation. Ça va. On n'est pas déstabilisé par ces réponses. La dernière question qu'on voulait vous mettre en avant, vous aurez tout ça à la fin du processus bien en main avec tous les détails, mais on a dû sélectionner aujourd'hui, c'est de quelle manière le futur mouvement devrait se positionner et communiquer. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qui va devoir nous interpeller. Je ne vais pas vous faire toutes les colonnes, mais les 3 choses qui ressortent le plus, c'est la première colonne, 51%, la pédagogie, et c'est quelque chose, vous savez, auquel on s'attache de plus en plus, en lien d'ailleurs avec les territoires auxquels on veut s'adresser aussi. Deuxièmement, le 45% en orange au milieu, c'est être fédérateur et rassembler. C'est quelque chose qu'on avait aussi beaucoup dit dans le congrès, donc ça conforte finalement les intuitions qu'on avait eues. Et la dernière colonne, 46%, c'est que ce mouvement soit mobilisateur et enthousiaste. C'est aussi quelque chose qu'on essaye d'impulser. Donc ça tombe bien, on a encore beaucoup de progrès à faire, mais on voit que les pistes qu'on avait beaucoup évoquées dans le congrès, en fait, sont en phase avec ce que répondent les gens à l'enquête. Ça, c'est donc la manière dont on analyse. Alors, en fait, c'est le questionnaire, mais vous avez vu qu'il y avait des questionnaires spéciaux société civile, il y a les cahiers de doléances, il y aura beaucoup de choses à analyser. Et donc, comme on n'est pas Emmanuel Macron et qu'on ne veut pas être déceptif sur le côté démocratie ouverte, on s'interroge dans le comité de pilotage beaucoup sur la méthode qui va être retenue, parce qu'évidemment qu'on sera jugé là-dessus, et c'est normal. Donc,
On va utiliser plusieurs sources de données, ça je vous l'ai dit. Donc il y a ce questionnaire, il y a les questionnaires aux associations, il y a les doléances, il y a les comptes rendus des ateliers. Il y aura aussi des comptes rendus des webinaires en ligne qu'on vous a listés tout à l'heure. Et du coup, on veut vraiment garantir que tous les résultats soient pris en compte. C'est-à-dire que les gens ne disent pas vous avez fait au pif, en fait vous saviez déjà au début ce que vous vouliez faire et comment vous avez analysé. Et donc on a 3 personnes qui en fait sont des chercheurs, qui sont membres du comité de pilotage et qui ont accepté d'être un peu les garants de cette partie analyse. Il y en a un, vous le connaissez, c'est Cédric Villani qui est professeur, chercheur en mathématiques. Le deuxième, vous le connaissez maintenant, c'est Emmanuel Baudinier qui est spécialiste des politiques sociales. Et la troisième, c'est Cécile A, dont on ne donne pas le nom de famille parce que elle a un travail qui fait qu'elle doit rester anonyme, mais que je suis sûre que vous connaissez, qui est professeure, chercheuse dans des grandes institutions françaises et américaines et qui est spécialiste du langage en politique. Ces 3 personnes donc, ont accepté d'être nos garants et on voit bien que la méthode d'analyse, elle va être complexe, mais qu'elle garantira que toutes les contributions seront lues au moins par 3 personnes, qu'elles seront triées selon des critères objectifs. Et donc, c'est à partir de toute cette analyse, qui sera chapeautée évidemment par Rouge Vif, notre prestataire, qu'on choisira les thématiques des 3 conférences citoyennes. Donc, c'est celles pour lesquelles on va tirer les gens au sort, vous vous rappelez. À peu près la moitié de quartiers ELV et de personnes prises sur le site lesécologistes.fr. Ça veut dire que si on tire quelqu'un au sort sur lesécologistes.fr qui est carté, il ne compte pas dans les non cartés. On va pas, c'est vraiment moitié-moitié, c'est important pour nous. Et donc, ça garantira une grande sincérité dans l'approche. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, évidemment... vous avez sûrement des questions, on va les prendre. Et vous aurez peut-être des questions hyper précises auxquelles volontairement on ne répondra pas aujourd'hui parce qu'on veut se laisser le temps aussi de... il y a des choses qu'on annoncera plus tard et puis il y a des précisions qu'on n'a pas encore. Ça ne servait à rien de tout analyser à mi-parcours, mais j'espère qu'au moins vous avez un petit aperçu de ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Oui, il y a un micro. Bonjour, Marius Mati, la lettre A. J'ai 2 questions. La première concerne ce que vous allez faire le 13 juin sur les universités d'été rurales écologistes. Je ne sais plus, est-ce qu'on pourrait avoir des précisions un peu plus là-dessus? Et la deuxième question, c'est sur la place des Outre-mer dans le processus de refondation des écologistes. Vous avez évoqué les quartiers populaires, la ruralité, la montagne. Pas les Outre-mer. Et je vois que dans le comité de pilotage, il y a, peut-être que je me trompe, mais semble-t-il personne des Outre-mer. Donc sur le 13 juin, je vous réponds rapidement, parce qu'en fait, Marie Pochon, volontairement, ne voulait pas en dire beaucoup, parce que le 13 juin, c'est une conférence de presse pour annoncer tout le processus. C'est pas ce jour-là que ça se passe, c'est ce jour-là qu'elle annonce. Mais donc, elle vous a parlé, il y aura une université d'été spéciale ruralité, il y aura un tour de France, il y a des cahiers de doléances spéciaux sur la ruralité. C'est tout un processus dédié à la ruralité au sein des États généraux. Et si vous voulez en savoir un peu plus, il y a une motion ponctuelle qui avait été votée au Congrès ELV là-dessus qui donnait des pistes. Donc comme ça, c'est pas secret. L'université d'été, elle sera en même temps que non, les universités d'été? Ce sera un peu après. C'est vraiment un moment spécifique sur la ruralité et ça se passera dans la ruralité, pas au Havre. Sur la question des Outre-mer, c'est effectivement un sujet qu'on a beaucoup travaillé. Là, en fait, dans le comité de pilotage, vous ne voyez pas forcément, mais par exemple, Priscilla Ludowski, en fait, elle est ultramarine. J'étais hier en réunion avec le Front des maires, qui ne sont pas encore dans le comité de pilotage, mais avec qui on a déjà fait plusieurs rendez-vous. Et Priscilla Zamor, vous savez qu'elle est guadeloupéenne aussi, donc on discute beaucoup de ça avec eux. J'ai eu au téléphone Harry Durimel. Et c'est vrai qu'en fait, on voulait aller en Outre-mer, malgré le fait que je ne prenne plus l'avion. Donc j'avais négocié avec le quiz, une entorse au règlement. Mais en fait, entre les mobilisations de retraite, si on y va, il faut y aller longtemps. Il faut faire Guyane, Martinique et Guadeloupe. Et donc, ce sera plutôt pour la fin d'année. Mais on est en contact avec les copains là-bas et surtout avec des gens qui ne sont pas encore dans le mouvement, mais avec qui on est en contact depuis longtemps. C'est le cas d'Harry Durimel, avec qui on a beaucoup bossé sur le chlordécone, qui était notre tête de liste aux Européennes de 2009 pour la partie ultramarine. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour, vous n'avez pas évoqué une seule fois le mot gauche. Est-ce que ça veut dire que vous voulez dépasser cet espace politique ? On est écologiste. En plus, je l'ai dit. J'ai dit c'est la meilleure chose à faire pour les écologistes, pour la gauche et pour la France. Donc, je l'ai dit, je me rappelle. Je l'ai dit une fois alors. Je l'ai dit une fois. Mais parce que je suis là pour vous parler d'écologie. Et normalement, quand je vous parle d'écologie, ça inclut quelques personnes. Mais il y a une idée de dépasser l'espace de la gauche ? On est là pour parler de l'écologie. Mais vous voyez bien où se portent nos coalitions. Ça ne vous a pas échappé. Donc tout va bien de ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Il y a une autre question ? Est-ce que le changement de nom du parti, il est effectif ? Alors, notre parti s'appelle Europe Écologie Les Verts, encore. Les écologistes, c'est à ce jour le nom du processus.
Donc c'est lesécologistes.fr, le site sur lequel tout se passe. Et dans la motion ponctuelle sur les états généraux de l'écologie qu'on avait votée au Congrès, à la fin de la motion, on précisait que ce prochain mouvement s'appellerait les écologistes. Cette motion, elle a été adoptée. Mais moi, j'ai toujours dit, parce que vous savez, pour les militants, le nom d'un parti, c'est un truc hyper important, quoi. Tout le monde y tient, tout le monde a son avis. Alors, moi, c'est marrant, quand je vais voir les militants sur le terrain, ils disent beaucoup pourquoi on ne reprend pas les Verts, pas juste parce qu'ils veulent retourner dans le passé, mais ce qu'ils disent, c'est comme ça, il y a les Greens, les Grünen, en Allemagne, en fait, un peu partout, les gens s'appellent les Verts, et donc je leur dis, en fait, les gens vont continuer à nous appeler les Verts, et je suis la première à ressortir mon drapeau vintage dans les manifestations. Donc aujourd'hui, c'est les écologistes qui est pressenti, mais moi, j'ai toujours dit que si on trouvait une meilleure idée en cours de route, il ne fallait pas s'interdire de l'examiner. À ce jour, on n'a pas été convaincus au BE, où il n'y a pas un autre nom qui fait plus consensus que les écologistes. Mais vous savez, c'est très dur pour nous de se projeter sur ce que ce sera à la fin. Parce que quand je vous dis que c'est les citoyens qui vont décider, c'est vraiment une démarche sincère. Et donc moi, je ne sais pas à la fin si Europe Écologie Les Verts disparaît, s'il y a un parti dans un mouvement, si juste ça change de forme, tout ça, on verra. Et donc, voilà, il y aura peut-être un objet à la fin, plusieurs, peut-être que ce sera entremêlés, mais aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts existe encore. Et là, pourquoi ça n'apparaît pas sur les kakémonos? C'est parce que c'est des kakémonos des États généraux, et donc qui s'appellent les écologistes. Mais vous avez compris qu'on était quand même un peu impliqués dans cette affaire. J'ai cru comprendre en creux que vous aviez regretté d'avoir lancé ces EGE, comme vous les appelez, en janvier. Je sais que vous avez mal compris, mais du coup, c'est bien de poser la question. Ouais. Ça, en fait, à quel point c'est difficile de refonder l'écologie en elle-même dans un moment où, en fait, les partis sont plus en odeur de sainteté, et surtout le mouvement social brasse quelque chose qui est bien en dehors des partis, et que ce mouvement social continue, que la page des retraites n'est pas refermée, que ensuite les européennes arrivent bientôt, et que vous avez vos relations avec vos partenaires qui vous prennent aussi du temps. Voilà. Qu'est-ce qui a compté dans ce report, et à quel point vous allez continuer de devoir vous battre en fait avec des échéances qui ne sont pas forcément votre priorité à la base? Alors vous avez compris qu'en fait on ne regrette rien, ni d'avoir mené à fond la bataille des retraites, ni d'avoir maintenu la date où on a lancé ces états généraux, parce que ce qu'on voit quand même, c'est que quand on veut vraiment faire de la démocratie participative, ça prend beaucoup de temps au début. Il faut former, déjà le comité de pilotage a élaboré tout ce qu'on vous présente là, il a fallu l'expliquer aux militants, on l'a discuté beaucoup en interne, les secrétaires régionaux, le conseil fédéral, il a fallu se mettre d'accord sur la méthode, et puis former les gens à l'animation des ateliers, il a fallu lancer ça. Vous voyez, entre le moment où on pense aux choses, où on les écrit, où on les construit, où on dit au secrétaire régional ça va se passer comme ça, et où la réunion du secrétaire régional a lieu avec ses groupes locaux, et puis après chacun se dit sur son territoire c'est quoi la bonne date, attends là il y a la manif, attends là il n'y a pas de train. Donc forcément ça prend du temps. Et c'est justement parce que ça prend du temps qu'on ne regrette absolument pas d'avoir lancé les choses début février. Si on avait attendu la fin du mouvement retraite pour lancer, en réalité on aurait raté la fenêtre qu'on avait. C'est-à-dire, tout le monde disait il y a eu 1 an et demi sans élection. Vous voyez bien que si on avait attendu le mois d'octobre pour lancer les états généraux, on se serait justement retrouvé en période électorale, et que ça n'aurait pas été la même chose. Donc, malgré les retraites, mais ce n'est pas nous qui avions décidé de mener cette réforme, ça ne vous échappera pas. On a lancé à la date qu'on avait prévue. Et c'est juste, si on avait vu que ça ne marchait pas, en fait, on aurait terminé ça discrètement en disant voilà, c'est fini, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas eu le temps, nous on était là, il fallait venir. Là, c'est parce qu'on voit que ça prend qu'on décide de se laisser plus de temps, de pouvoir avoir un temps fort aux journées d'été, et de décaler un peu le calendrier, mais sans qu'il se percute avec les élections européennes, parce que je pense vraiment que pour plein de gens, vous voyez bien, les élections, ce n'est pas le cœur des motivations de beaucoup de gens qui nous répondent, et donc on tenait vraiment à différencier ces deux phases. Est-ce qu'il y a encore une question? On est bon? Et je vous remercie beaucoup. Et puis je vous dis à très vite. Et venez comme vous êtes.